Alors, Aïssata, je crois que le compte est bon. Alors, quand tu seras prête. Parfait. Donc, encore une fois, bienvenue à cette présentation du projet Suboxed qui va être animé par moi, mais présenté principalement par Dr. Annie Talbot, qui va présenter plusieurs diapositives au cours des prochaines 20-25 minutes. Et par la suite, tous les collaborateurs cliniques qui ont contribué au succès de ce projet vont être présentés. Et il y aura une table ronde de discussion. Et par la suite, on invitera les participants à nous faire part de leurs questions, commentaires quant à ce qui a été présenté et la suite des choses. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Aïssata Sako, je suis directrice de programme au Centre de recherche du CHUM. Je travaille principalement avec Dr. Julie Bruno pour les différents projets du programme de l'initiative canadienne de recherche en abus de substances au Québec et dans les provinces atlantiques. Donc, je vais faire une brève présentation de Dr. Annie Talbot, qui est co-directrice médicale de la direction de la coordination des flux réseaux, donc d'ICOFRE, du CHUM, médecin de famille, membre du service de médecine générale du CHUM depuis 2000, au service de consultation liaison de l'URES, puis au service de la médecine et toxicomanie depuis 2015. Dr. Talbot est également professeure agrégée de clinique à l'Université de Montréal et chercheur, investigatrice au CRCHUM pour le carrefour de l'innovation et de l'évaluation en santé, aussi membre du CRISM. Donc, Dr. Talbot, c'est à vous. Merci beaucoup, Aïssata. Merci à tous de prendre le temps dans cette vie un peu effrénée qui est la pandémie et aussi à quelques jours du temps des fêtes. Ça nous fait plaisir de vous présenter en fait les résultats du projet Suboxed ou Subox-ED, qui est vraiment une étude d'implantation et d'évaluation d'algorithmes de soins pour la dispensation de la naloxone et la prescription de la buprenorphine naloxone dans 3 salles d'urgence du Québec. Aline, on entend. Okay. Oui, non, c'est bon, on avait un petit problème de contrôle de diapo. Or, donc, je vous présente l'équipe qui nous a accompagnés tout le long dans le projet Suboxed et vous voyez les photos qu'on a réussi à amalgamer pour en faire une équipe. Mais merci à vous tous et j'y reviendrai à la fin. Je voudrais souligner que je n'ai pas de conflit d'intérêt, mais j'aime toujours divulguer qu'un membre de ma famille travaille pour une compagnie pharmaceutique américaine. Cette compagnie-là n'a pas de part ou d'intérêt dans la buprenorphine naloxone ou la naloxone. Les objectifs de la présentation aujourd'hui, c'est vraiment de connaître dans quel contexte s'inscrit le projet Suboxed. On va décrire brièvement l'implantation, présenter brièvement les résultats d'évaluation d'implantation, mais ce qu'on veut surtout, c'est vraiment discuter des conclusions de l'étude et de la suite avec nos médecins collaborateurs qui agissent en tant qu'experts, puis ouvrir la discussion à vous, chers auditeurs, pour répondre à vos questions. Vous le savez, c'est pas un mystère. Les surdoses sont en hausse, les surdoses opioïdes sont en hausse au Québec, mais dans l'ensemble des provinces. Ce qu'on sait, c'est que entre janvier 2016 et mars 2020, il y a eu 16 364 décès liés aux opioïdes à l'échelle nationale. On sait aussi que les urgences, c'est souvent la première ligne de soins pour les patients à risque de surdose aux opioïdes. Des études ont montré, entre autres, Wiener et ses collaborateurs en 2019, que le taux de mortalité des patients ayant quitté l'urgence après une surdose, donc ils sont venus à l'urgence pour une surdose, et leur taux de mortalité dans les jours, semaines, mois qui suivaient était autour de 5 % dans les 12 mois suivant leur visite à l'urgence. Puis aussi, Bliss et tous ses collaborateurs en 2020 ont un peu repris la même évaluation. Eux ont montré que 1,9 % des patients sont décédés dans l'année qui suivait une consultation à la salle d'urgence pour une surdose aux opioïdes. Donc, avec ces prémices et les échanges qu'on avait eus avec différents urgentologues de différents sites, il est devenu important pour nous d'avoir une étude d'implantation parce qu'on s'est dit que les séjours aux urgences, c'est vraiment une occasion pour offrir un traitement adéquat en cas de surdose et même de prévenir une surdose mortelle. Donc, l'objectif de Suboxed, c'est vraiment d'évaluer la mise en œuvre de l'algorithme de distribution de la naloxone intranasale et de la prescription de buprenorphine naloxone à l'urgence et de documenter l'expérience des intervenants et des patients post-implantation.
Les sites à l'étude qui ont accepté de participer avec nous dans ce projet, il y a 3 urgences, donc le Centre hospitalier de l'Université de Montréal, le CHUM, l'hôpital Notre-Dame du CIUS Centre-Sud de l'île de Montréal, l'hôpital L'Hôtel-Dieu du Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux de l'Estrie, soit le Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke. On a 3 cliniques partenaires, donc la clinique externe du service de médecine des toxicomanies du CHUM. On a la clinique externe du service de toxicomanie de médecine urbaine du CIUS Centre-Sud de l'île de Montréal. On a la clinique externe du traitement par agonistes opioïdes du CIUS de l'Estrie, établissement Jean-Patrice Chiasson. On a aussi 8 pharmacies communautaires à Montréal et à Sherbrooke qui ont accepté de participer au projet. Pour faire un résumé simple des différentes étapes, on a travaillé avec des gens qui étaient volontaires, intéressés, préoccupés par les surdoses aux opioïdes dès décembre 2017. Puis on a avec ce groupe d'experts qui représentait à la fois le domaine infirmier, pharmaceutique, des pharmaciens, des urgentologues, des médecins experts en toxicomanie. On s'est assis tout le monde ensemble afin de vraiment développer un algorithme de distribution de la buprenorphine, naloxone et trousse de naloxone pour urgence. On a aussi, dans ces rencontres mensuelles, créé des outils de formation, autant pour des formations en présentiel aux différents corps de métier qui travaillent dans les salles d'urgence, dans aussi les pharmacies communautaires, mais on a aussi créé des outils de formation disponibles en ligne et partagés à travers l'environnement numérique d'apprentissage provincial. Dans les outils de formation qui étaient importants, on a aussi eu besoin de développer et de former sur l'outil d'évaluation des symptômes de sevrage aux opioïdes. Donc, on a utilisé à ce moment-là l'échelle CAS, qui a été traduit, qui est le Clinical Opioid Withdrawal Scale, qui est un outil standardisé, reconnu, publié pour l'évaluation des symptômes de sevrage. On a aussi développé des prescriptions standardisées pour la naloxone, des prescriptions pour la buprenorphine naloxone. Ces documents ont été adaptés dans chacun des milieux afin de se conformer au processus des CIUS impliqués dans ce projet-là. Par la suite, lorsque toute notre documentation, nos formations, lorsqu'on sentait que tout était prêt pour débuter, l'étude comme telle, le début de prescription de buprenorphine naloxone et de remise de naloxone a débuté le 1er mai 2019 pour Notre-Dame et le CHUM et a été décalé pour le CIUS de l'Estrie parce qu'il y a eu des retards dans l'acceptation des documents tels que mentionnés précédemment. Par la suite, quand l'étude quand le projet a débuté, on a étudié sur 6 mois avec une étude rétrospective l'impact de cette distribution de remise de trousses de prescription, soit du 1er mai au 31 décembre 2019 pour les 2 premiers sites et jusqu'à la fin janvier 2020 pour Sherbrooke. Puis, on a aussi fait une enquête de satisfaction pour les partenaires et les patients pour ensuite faire l'analyse de données de janvier à août 2020 avec des résultats qu'on vous présente aujourd'hui. La première chose qui était importante, c'est comment on peut identifier un patient dit à risque de surdose aux opioïdes, qui était une des premières questions qu'on s'est posées en décembre 2017 pour dire, bon, bien, on va les identifier comment, ces patients-là. On s'est entendu que c'est à travers l'infirmière de triage principalement et aussi les infirmières aux soins par la suite, lorsqu'indiqué ou les pharmaciens des salles d'urgence, qu'un patient pouvait être identifié à risque de surdose aux opioïdes. Chacun des milieux a un peu adapté leur façon, certains sous forme d'étampes, d'autres à travers leur questionnaire de triage informatisé. Mais l'infirmière ou le professionnel de la santé, à partir du moment où il avait identifié que le patient était à risque de surdose opioïde, la cascade débutait, soit l'algorithme d'évaluation. Pour pouvoir répondre à cette question-là, on a mis à l'écran les 4 sous-questions qui ont été partagées et fournies et informées qui sous-tendent la question générale, soit est-ce que le patient faisait un usage d'opioïdes prescrit? Est-ce que le patient faisait un usage d'opioïdes illicite?
est-ce qu'il était venu déjà dans le passé ou venait pour une surdose d'opioïdes? Puis, est-ce que le patient devant le professionnel de la santé est en sevrage d'opioïdes? Si l'infirmière avait une suspicion, à ce moment-là, le patient était mis à risque aux surdoses d'opioïdes. Comme je disais, une cascade d'évaluation s'en suivait. Alors, les résultats. Donc, je précise que c'était vraiment une étude rétrospective sur dossier. Donc, ici, on a les résultats dans les 3 sites. Il a été retenu 2422 dossiers pour la période de 6 mois évalués, plus le 2 mois pour ce qui est du CIUS de l'Estrie. Sur ces 2422 dossiers révisés, il a été retenu 877 dossiers. C'est très petit, ne vous inquiétez pas, nous reviendrons en zoom sur les résultats comme tels. Sur ces 877 dossiers, j'aimerais vous partager les données démographiques. Donc, les données démographiques nous montrent que l'âge moyen était de 47 ans, avec un écart type de 15, que la majorité était des hommes, que le statut domiciliaire se répartissait à peu près 50-50 entre une adresse permanente et un sans domicile, que la raison principale évoquée était la douleur comme visite à l'urgence, puis que les durées de séjour à l'urgence étaient de 7 heures pour un site et 5 heures pour un deuxième et 14 minutes pour un troisième site, sur une volumétrie qui est beaucoup moindre pour le troisième site, qui représente le site de l'Estrie, et on y reviendra. Alors, je m'excuse du bougeage de diapo, mais si on regarde un peu plus de façon plus précise sur les 3 sites, donc comme je vous disais, 2422 dossiers révisés, 878 dossiers inclus. Pourquoi il y a eu 1545 dossiers exclus? Soit parce qu'il n'y avait pas de données disponibles pour les évaluer ou encore qu'il n'y avait pas des critères de surdose d'opioïdes. Vous vous souvenez qu'on n'a pas à ce stade-ci évalué la question de triage, mais plutôt avoir un triage élargi pour essayer de manquer le moins possible, ce qui faisait en sorte que ce n'était pas une question de triage spécifique. Puis chez les 877 dossiers retenus, il y avait 720 dossiers éligibles à la naloxone, puis ultimement la buprenorphine naloxone, ou encore des critères d'exclusion à la naloxone étaient 157. Puis, pour les patients qui avaient des critères d'exclusion, une référence en médecine et toxicomanie dans les 3 sites, en interne ou en externe, pouvait être effectuée si c'était indiqué et nécessaire. Si on regarde dans le bras des dossiers éligibles à la naloxone à raison de 720 dossiers, il a été retenu qu'il y avait 621 qui avaient vraiment les critères d'éligibilité à la naloxone. Puis de ces patients-là, ce qu'on voit, donc de ces dossiers-là, de les 621 dossiers, il y a eu 7,7 % qui ont reçu, lors de leur visite à l'urgence, la naloxone. Il y en a donc 437 dossiers qui ne l'ont pas reçu, mais qui auraient bénéficié de le recevoir. Il y a 15 patients qui ont refusé, puis il y a eu quand même 123 patients qui ont quitté sans avoir eu la chance de se faire poser la question. Pour ce qui est de la structure, donc après qu'on ait identifié les patients à risque de surdose d'opioïdes, qu'on ait évalué s'il y avait une nécessité ou non de la naloxone, on se posait la question par la suite si le patient avait un trouble de l'usage aux opioïdes. Chez les patients qui avaient un trouble de l'usage aux opioïdes, on regardait s'il y avait des critères pour recevoir la buprenorphine naloxone. Donc, si on regarde nos données, pour les patients qui avaient des critères d'inclusion à la buprenorphine naloxone, on est rendu à 137 dossiers. Et de ces 137 dossiers-là, 17 ont eu une prescription de buprenorphine naloxone, soit 12 %. Quand même 77 dossiers qui n'ont pas eu de mention dans le dossier si ça a été proposé, mais il y en a eu 7 où c'était clairement refusé par le patient. Puis il y a quand même 36 patients, encore une fois, qui quittent avant même d'avoir eu l'évaluation médicale. Un mot pour dire que les raisons pour lesquelles les patients ont été exclus à la buprenorphine naloxone ou qui avaient des critères d'exclusion, soit 248 dossiers, c'est soit parce qu'ils étaient déjà en traitement actif avec la méthadone ou la buprenorphine naloxone, qui était la majorité, soit 185 dossiers,
qui étaient suivis en maladie par un médecin pour douleurs chroniques, qui avaient de l'allergie ou de l'intolérance, insuffisance hépatique, en investigation pour une douleur aiguë ou une condition médico-chirurgicale qui contre-indiquait l'induction de la buprenorphine naloxone à ce moment-là à l'urgence. Dans tous les cas, s'il y avait des critères d'exclusion, mais des critères d'éligibilité, encore une fois, une référence en médecine de toxicomanie était possible et souhaitée. Je veux vous montrer un peu le même exercice par site. Juste prenez le temps de regarder pour ce qui est du site CHUM comme tel. À ce moment-là, on parle de 762 dossiers inclus. Fait que vous comprendrez que des 877 dossiers retenus, 762 venaient du site CHUM. Puis, les dossiers éligibles à la naloxone étaient à 627 à ce moment-là, avec des critères d'exclusion de 135. Donc, une grosse volumétrie des dossiers revenait au site CHUM. Pour ce qui est des dossiers éligibles à la naloxone ou buprenorphine naloxone chez 627 des dossiers, les dossiers non éligibles à la naloxone, on parlait de 88 versus 539 dossiers éligibles à la naloxone. Donc, il y a eu 6,12 %, soit 33 dossiers qui ont reçu la naloxone. Et il y avait quand même 111 patients qui ont quitté avant d'avoir été évalués, puis 379 dossiers qui n'ont pas reçu, mais qui étaient considérés comme éligibles. La buprenorphine naloxone, je vous amène dans les résultats, mais chez les patients qui avaient les critères d'inclusion de la prescription de buprenorphine naloxone, soit 117 dossiers, 9 patients ont reçu une prescription, soit 7,69 %. Les raisons de l'exclusion de la buprenorphine naloxone se ressemblent. Un petit mot sur les résultats pour l'hôpital Notre-Dame-du-Sud Centre-Sud. Il y a eu 107 dossiers révisés et 93 dossiers éligibles et inclus. Pour ce qui est des dossiers éligibles à la naloxone, on parle de 71 dossiers et des 71, il y a eu 69 dossiers éligibles à la naloxone et il y a eu 13 dossiers qui montrent que le patient a reçu sa naloxone durant sa visite à l'urgence, soit 18,8 %, puis 44 qui n'ont aucune mention d'avoir reçu ou non et 2 qui ont refusé. 10 dossiers dans ce cas-ci ont quitté avant l'évaluation. Un petit mot sur la buprenorphine naloxone. Donc, des 39 dossiers éligibles, il y a eu 16 dossiers qui étaient retenus comme qui avaient les critères d'éligibilité de buprenorphine naloxone et 5 ont été induits à la salle d'urgence, soit 31 %. Donc, 5 dossiers sur 16. Les critères d'exclusion se ressemblent dans les 3 sites. Un petit mot pour le CHUS, donc l'équipe de l'Estrie. On a compris qu'ils ont commencé plus tard et ont terminé à la fin janvier, donc seulement 3 mois d'évaluation versus 6 mois des autres centres. Il y a eu 23 dossiers révisés, il y a eu 22 dossiers inclus. Il y avait 19 dossiers considérés éligibles à la naloxone. Sur ces 19 dossiers éligibles, 2 ont reçu la naloxone, soit 10,2 %, et 2 avaient quitté avant évaluation médicale. Pour ce qui est de la buprenorphine naloxone, sur les 13 dossiers éligibles à la buprenorphine naloxone, qui auraient pu être éligibles à la buprenorphine naloxone, il y en a 4 qui avaient vraiment les critères d'inclusion. Et de ces 4, il y en a 3 qui ont été induits à la buprenorphine naloxone. Donc, 3 sur 4 qui auraient pu ont reçu. Puis, il y en a, voilà. Voilà. Un petit mot sur les questionnaires de satisfaction. Donc, il y a eu des questionnaires de satisfaction pour les professionnels des salles d'urgence. Je vous montre rapidement et sommairement les données démographiques et la répartition, principalement des femmes qui ont répondu au sondage, une distribution majoritairement dans toutes les sphères, mais majoritairement dans les 0-4 ans de pratique. Vous voyez la distribution par site et le type de formation. Juste vous montrer rapidement qu'on a fait les questionnaires aux professionnels des urgences à 1 mois après l'implantation et 6 mois après l'implantation pour un total de 91 professionnels qui ont répondu. Puis, la majorité avait une préoccupation en lien avec les surdoses aux opioïdes. Un
un petit peu moins que la moitié n'avaient jamais prescrit de naloxone à 1 mois et à 6 mois ou remis de la naloxone. Il y avait à peu près 50% des gens à 6 mois qui avaient proposé une prescription, puis 14% à 1 mois qui pensent que la remise de la naloxone intranasale ou de l'induction à la buprenorphine naloxone contribue à diminuer le risque de surdose. Il y a une augmentation de cette croyance à 30% après 6 mois. Il y a aussi les cliniques partenaires que j'ai mentionnées précédemment qui ont participé au sondage. Il y avait aussi un sondage à 1 mois et 6 mois après implantation. Dans ce cas-ci, on parle de 27 répondants qui nous montrent ici les données en lien avec les questions posées. Je ferai ressortir sur ce questionnaire que 100% des participants dans les cliniques de traitement d'agonistes sous opioïdes pensaient que ce projet répondait aux besoins de la santé des patients. Un mot sur les pharmacies communautaires qui avaient un questionnaire 1 mois implantation. Les pharmacies communautaires ont répondu par pharmacie avec un groupe de pharmaciens qui faisaient un questionnaire et non pas plusieurs pharmaciens qui ont fait les questionnaires. Donc, ce sont 7 pharmacies. Et je porte votre attention pour dire que l'algorithme semble selon leur perception des pharmaciens, l'algorithme devrait être implanté plus largement dans l'ensemble des salles d'urgence, que ça semble diminuer le risque de surdose chez 100%, mais qu'il y avait quand même une difficulté chez 75% des pharmaciens dans l'évaluation du sevrage aux opioïdes. Il faut savoir que les pharmaciens avaient la capacité d'ajuster la buprenorphine naloxone ou même d'induire après la visite à l'urgence à la pharmacie si le patient n'était pas en sevrage à l'urgence. Un mot sur le questionnaire aux patients, puis je vais terminer là-dessus. Vous dire qu'il y a 10 patients des 3 sites qui ont répondu au questionnaire de satisfaction 1 mois après l'implantation, donc 1 mois pour eux après avoir reçu soit la naloxone ou la buprenorphine ou la buprenorphine naloxone. Portez attention qu'il y a quand même 40% des patients qui mentionnaient ne pas avoir reçu la naloxone. Donc, possiblement chez ces patients, c'était seulement la buprenorphine naloxone qu'ils ont reçu et non pas les deux. Puis, portez attention que quand même 60% disaient qu'il y avait eu l'information nécessaire en lien avec l'induction de la buprenorphine naloxone. Puis, le reste des données se retrouve sur le diapo. Alors, je cède la parole à notre groupe d'experts et à Issata qui pourra les introduire. Merci beaucoup. Merci Annie. Donc, je vais inviter Dr Pierre Lauzon, Dr Luc Landin-Leduc. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? OK, j'ai débloqué le micro, je vous entends. Parfait. Suzanne Marcotte et Sofiane Sugar ont débloqué leur micro et leur caméra pour qu'on puisse les voir. C'est ça, je suis sur un téléphone, donc je fais de mon mieux pour débloquer la caméra, mais c'est un peu long. C'est bon, donc, Pierre. Attendez un instant. Je vais présenter tout le monde, Pierre. Donnez-moi un instant, je vais présenter tout le monde d'abord. Donc, on va commencer par Dr Lauzon, donc, qui est collaborateur clinique Suboxède pour le site Hôpital Notre-Dame. Il est également médecin de famille, directeur de la clinique externe du service de toxicomanie de médecine urbaine, le STMU, et professeur au département de médecine de famille de l'Université de Montréal. Il va nous présenter les données particulières à l'hôpital Notre-Dame. Ensuite, on aura Dr Luc Landin-Leduc, qui est collaborateur, bien sûr, clinique pour le site CHUM. Il est médecin à l'urgence du CHUM, professeur adjoint de clinique du département de médecine de famille et de médecine d'urgence, la faculté de médecine de l'Université de Montréal. Luc, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, bonjour. Bonjour, Luc. Ensuite, on aura Suzanne Marcotte, collaboratrice et instructrice pharmacienne de Suboxède pour le site CHUM. Elle est pharmacienne, je viens de le dire, mais au département de pharmacie. Travaille aussi à l'urgence et à l'URES, donc surtout pour la clinique VIH. Elle est chercheure professionnelle de la santé au CHUM pour le carrefour de l'innovation et de l'évaluation en santé. Et elle est clinicienne associée au département de pharmacie de l'Université de Montréal. Et notre beau panel se termine avec Sofiane Sugar, qui est infirmier clinicien assistant. Sofiane, Suzanne, est-ce qu'on peut vous voir? Il est clinicien assistant, assistant infirmier chef au service de médecine et toxicomanie du CHUM. Et il était notre
notre champion interface clinique TAO pour les patients du projet Suboxène. Donc, très heureuse de vous avoir tous avec nous pour la suite de la présentation des données et de la discussion. Donc, Dr. Lauzon, à vous. Voilà, merci beaucoup. Je voulais revenir sur les résultats de l'hôpital Notre-Dame que Dr. Talbot vous a présenté rapidement. Donc, ça serait la diapositive 25 finalement, par laquelle je voudrais commencer le commentaire. Et dans le fond, nous, on était le seul hôpital communautaire avec 2 hôpitaux universitaires. C'est sûr que si on songe à étendre ce modèle-là à travers le Québec, ça va être surtout étendu dans des hôpitaux communautaires. Donc, c'est particulièrement important de regarder comment ça peut se passer dans un petit hôpital communautaire de 250 lits. Donc, la première question qui se posait, c'était sur la détection des cas. Quand on regarde pour Notre-Dame, il y a 107 cas qui ont été détectés pour 93 qui n'avaient pas de critères d'exclusion et qui avaient les critères d'inclusion. Donc, on pourrait dire pour une spécificité d'à peu près 86 %. Quand on regarde pour le CHUM, c'était 762 par rapport à 2292. Donc, un mode de détection extrêmement sensible, mais assez peu spécifique, parce qu'il y a seulement un dossier sur 3, finalement, qui se qualifiait. L'autre chose que j'ai regardé aussi, c'est que nous, on a 45 000 visites par année à l'urgence. Le CHUM en a 75 000. Si j'applique les chiffres du CHUM à Notre-Dame, on aurait dû détecter plus que 400 patients. Donc, il y a une question qui se pose au niveau de notre façon de détecter les cas. Et je pense que la question se pose pour le CHUM aussi, parce qu'il en détecte beaucoup et ça fait beaucoup de travail pour les urgentologues, finalement, de donner suite à tous ces dossiers-là. Diapositive 26. Ce que j'ai regardé, finalement, pour le taux de conformité avec l'analoxone, c'est finalement le nombre de cas où on l'a offert. Que le patient le refuse, on n'y peut rien. Mais ce qui est notre obligation, finalement, c'est d'offrir. Donc, quand on prend cette donnée-là, on avait quand même un taux de conformité qui approchait 22 %, ce qui est très bas. Et je pense qu'il va y avoir des commentaires qui s'appliquent aux 3 sites à la fin sur cet élément-là, parce qu'il y a des patients, effectivement, qui quittent avant qu'on puisse leur faire l'offre. Donc, probablement qu'il faut dispenser assez tôt pendant le séjour à l'urgence. Maintenant, pour la diapositive suivante, pour le taux de conformité avec l'analoxone, effectivement, si on additionne les gens qui ont refusé aussi, parce que là aussi, ce qui fait le taux de conformité, c'est le nombre à qui on l'a offert, on a quand même un taux de conformité qui est à 69 %. Ce que moi, je trouve excellent et je ne pense pas qu'on va tellement pouvoir aller au-delà de ça. J'attire votre attention aussi sur le fait qu'il y a seulement la moitié des cas qui ont été prescrits par l'urgentologue et l'autre moitié par l'équipe spécialisée en toxicomanie. Encore là, si on pense étendre le modèle dans d'autres hôpitaux communautaires, la grande majorité des hôpitaux communautaires n'ont pas d'équipe spécialisée en toxicomanie. Donc, on peut s'attendre à des taux de conformité qui vont être beaucoup plus bas s'il n'y a pas ces équipes-là. Pour l'implantation aussi, implanter quand il n'y a pas d'équipe spécialisée, c'est sûr que c'est l'équipe spécialisée qui a un peu de leadership pour faire la promotion du projet, faire la formation, faire des rappels au nursing, à nos collègues de l'urgence et tout ça. Et effectivement, c'est ce qui fait que le projet peut fonctionner puis avoir un certain impact. Puis l'appui ponctuel aussi, parce que souvent, l'urgentologue, avant de prescrire, il nous appelait. Bon, je pense à y prescrire, puis tout ça. Puis là, on discutait, puis si effectivement c'était conforme aux recommandations, l'urgentologue allait de l'avant, mais il nous avait quand même appelé avant. Ça fait que c'est sûr que ça prend ce support-là, surtout au moment de l'implantation. Donc, ça va certainement être quelque chose à regarder. Et je trouve que la détection aussi des cas à risque de surdose compétitionne avec beaucoup d'autres priorités qu'on donne aux salles d'urgence, comme prévention du suicide, détection de la violence conjugale, des choses comme ça. Et ça fait une tâche assez considérable pour l'équipe qui fait le triage, de devoir à poser toutes ces questions-là pour détecter tout ce qu'on doit détecter.
L'autre élément, je trouve que ça nous fait ressortir, c'est le déficit d'accès au traitement de la dépendance des opiacés au Québec, qui est beaucoup moins accessible qu'en Ontario ou en Colombie-Britannique. Et la variété des traitements n'est pas là non plus. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus difficile d'avoir accès à autre chose qu'à la méthadone ou la Suboxone. On n'a pas encore de site de traitement avec des opiacés IV et tout ça. Donc, il y a vraiment un déficit que les salles d'urgence ne peuvent pas compenser non plus. Donc, je m'arrêterai ici. C'est les commentaires qui me viennent suite à l'analyse des données du site Notre-Dame. Merci beaucoup, Pierre. Luc, votre tour pour les données sur l'urgence du CHUM, s'il vous plaît. Juste activer mon micro. On vous entend, allez-y. Vous m'entendez? OK, très bien. Merci beaucoup, Pierre, pour les commentaires. Il y en a certains que je vais reprendre à mon compte actuellement. Il y a 4 éléments que je souhaite, au sujet desquels je souhaiterais attirer l'attention. Le premier, rapidement, c'est un élément méthodologique où, sur les dossiers exclus, on voit qu'il y a à peu près un tiers de notre N total qui est exclu sur la base que le dossier ne présentait pas l'information nécessaire pour évaluer le risque de surdose. En fait, ça, c'est la tare de tout ce qui est rétrospectif comme étude où on a un tiers qu'on ne sait pas vraiment, dans le fond, ce qui s'est passé. Puis, même chose, ultimement, sur les patients qui n'ont pas reçu naloxone. Est-ce qu'on leur a offert et qu'on n'a pas documenté? On ne sait pas, ce n'est pas écrit. Mon premier commentaire, c'est une limite inhérente au fait que les données ont été faites de manière rétrospective par revue de dossier. Puis, on sait, surtout dans un contexte d'urgence, que quand on coupe dans le papier puis dans l'encre, pour pouvoir aller prendre plus de patients en charge, traiter l'instabilité. Fait qu'ultimement, des infirmières de recherche sur place avec une collection prospective pourraient peut-être arriver à d'autres données. Premier commentaire. Le second commentaire, je rejoins et je mets l'emphase sur ce que Dr. Lauzon disait au sujet du triage. Dans le cadre du programme ici, de manière à nous donner un dénominateur pour pouvoir faire des statistiques, pour pouvoir identifier les dossiers, le triage a été ciblé pour dépister les patients. Puis, on a fait un questionnaire simplifié avec un outil informatique SIURGE où on demande aux infirmières de dire « gut feeling, oui ou non, est-ce que ce patient-là est à risque? » À la fois pour les opioïdes et pour l'éthanol, parce qu'on a implanté également les algorithmes SIWA de sevrage d'éthanol. Les 5 sous-questions étaient accessibles aux cliniciennes, mais naturellement, la proportion qui sont allées les consulter est infinitésimale. C'est petit, c'est anecdotique, parce que les nurses au triage ont du triage à faire. Ce qui me permet, comme urgentologue, de refaire le point. Tout le monde et sa sœur salivent sur le triage parce que tous les patients qui rentrent à l'hôpital passent par le triage. Tout le monde et sa sœur veut que leur sous-spécialité ait un outil de détection de triage, que ce soit la violence conjugale, la dépendance aux opioïdes, les risques de chute chez les personnes âgées, le dépistage de facteurs de risque d'infection respiratoire. Naturellement, ces priorités compétitionnent tous pour le temps infirmier et la mission primaire du triage qui est la détection des patients en train de mourir et la priorisation de ces patients-là pour pas qu'ils meurent. Donc, il y a des priorités qui compétitionnent et n'importe quelle implantation provinciale va devoir prendre en considération que la priorité du triage, c'est l'évaluation des patients, la détermination de leurs priorités et leur réorientation à l'intérieur de nos structures, le tout dans le plus petit temps possible. Et je sais que dans mon institution, la durée de triage est un enjeu important. Donc, ça, c'était donc, la question du dépistage au triage et la transmission de l'information est un enjeu important pour l'implantation future parce que ce n'est pas clair qu'une étampe va être transmise au docteur ou qu'une boîte cochée dans un système informatique va être transmise au docteur ou à l'infirmière qui va prendre en charge du patient par la suite. Voilà. Un autre point que je voulais faire, c'est qu'on s'est rendu compte qu'on avait peut-être inutilement compliqué l'administration de la naloxone, notamment parce qu'on avait construit des critères avec une feuille spécifique pour l'administration de la naloxone. Puis, ultimement, ce qu'on veut, c'est une fluidité. Puis, comme Dr. Lauzon l'a signalé, on a des patients qui partent avant la prise en charge. Suite à un contact infirmier-triage, ils vont quitter avant d'avoir eu un contact médical ou infirmier par la suite. Donc, personnellement, j'étais un fort militant de ce que j'appelle le modèle acétaminophène. C'est-à-dire qu'au triage, on peut remettre du Tylenol
aux patients qui ont mal, sans prescription, dès le premier contact infirmier, s'il n'y a pas de contre-indication. Et par la suite, on en est venu à implanter ce modèle-là pour l'analoxone où, si l'infirmière au triage pense que le patient est à risque, bien, elle prend une petite boîte dans son tiroir, accessible, pas de papier, pas de boîte à cliquer, pas de téléphone à faire, pas de red tape, remet la boîte au patient, réduction des méfaits. Et le fait que ça soit fluide comme ça, selon moi, hypothèse, encourage la remise de la trousse. Parce qu'initialement, il y avait un formulaire à signer, une ordonnance, Chaque fois que tu imprimes un papier supplémentaire, chaque fois que tu as un document de plus à remplir, c'est des barrières qui vont décourager l'utilisation. Donc, à l'usage, on a découvert que sans doute qu'on peut fluidifier, simplifier la remise de l'analoxone aux patients. Et ça, c'est en grande partie, je dirais, grâce aux efforts de nos collègues de pharmacie et autres qui ont eu ultimement la décision du gouvernement du Québec qui couvre les dépenses liées à ça. Parce que si ça sortait du budget de la pharmacie, on peut être certain qu'on aurait un gestionnaire qui, pour des très bonnes raisons, aurait les deux pieds sur le frein, là, naturellement. La troisième observation, quatrième et dernière observation que je pourrais faire, qui est pour un public d'urgentologues qui a une obsession sur durée de séjour, durée de séjour, durée de séjour, est la suivante. C'est grâce à la possibilité d'initier la buprenorphine naloxone à l'urgence, on mène à des congés de l'urgence sans qu'il y ait un consultant qui a été impliqué. Et on sait qu'au CHUM, consulter quelqu'un équivaut en moyenne à une prolongation de la durée de séjour de 15 heures du patient dans l'urgence. Fait que n'importe quel urgentologue ou chef de département d'urgentologue va embarquer dans le train de dire « Ah ouais, est-ce que je peux me sauver les consultations? Est-ce que je peux me sauver en moyenne ces 15 heures-là? » Puis arriver à la même qualité de soins, à la même réduction de risque pour le patient. Donc, un point qui peut être intéressant pour les implantations futures. On a démontré que c'était faisable de le faire. Puis l'outil clinique de buprenorphine naloxone semblait bien fonctionner. Je vous remercie beaucoup, Luc. Je regarde le temps et j'aimerais que Suzanne et Sofiane puissent intervenir. Donc, Suzanne, des commentaires au niveau de la pharmacie? Oui, tout à fait. On peut peut-être mettre la diapo de 35 en même temps. Alors, j'avais 3 petits points. Les 2 premiers sont à l'interne dans l'hôpital. Alors, l'implantation de l'échelle CASE avec les soins infirmiers de l'urgence, ça a eu des aspects positifs parce que ça a quand même outillé les infirmières pour des situations de troubles d'usage, pas juste nécessairement pour amorcer de l'analoxone, buprenorphine naloxone dans le cadre de notre projet, mais pour détecter et vraiment mesurer les effets de le sevrage. Et ces infirmières-là, on a un grand roulement. Fait qu'un des bémols qu'on dit, c'est que c'est pas une fois qu'il faut faire cette formation-là, mais il faut l'offrir, par exemple, annuellement. Mais c'est aussi d'autres infirmières qui s'en vont dans l'hôpital à d'autres étages et qui sont mieux outillées là, pour utiliser cette échelle-là. La même chose pour la naloxone, la trousse de naloxone. Dans le fond, les gens s'habituent à la remettre et maintenant au triage. Et après, je pense que c'est vraiment un vecteur que ce soit plus facile de la remettre à un patient qui est pris en charge à l'urgence. Et même aux étages, nous, au département de pharmacie, ça m'a permis d'être beaucoup plus au fait de à qui on doit remettre ces trousses-là. Et après ça, de faire un peu des formations aux gens des étages cliniques qui voient d'autres patients et à remettre des trousses de naloxone dans d'autres lieux que l'urgence aussi. Donc, ça, c'est des impacts, c'est pas dans l'étude, mais c'est des impacts qu'on a eu au niveau de l'hôpital. Et mon dernier point, qui est plus les barrières rencontrées en pharmacie communautaire, en fait, moi, j'ai été agréablement surprise au début du projet quand Dr Talbot a dit on va pouvoir induire ou amorcer la buprenorphine naloxone en pharmacie. Je doutais un peu là, que ça puisse se faire, mais on a été agréablement surpris. Fait quand même, plus d'une pharmacie sur 2 qui a été approchée était volontaire là, pour participer. C'est sûr qu'on avait quand même sélectionné des pharmacies où il y avait déjà beaucoup de méthadone, buprenorphine, naloxone. Il y avait déjà une connaissance puis plusieurs patients qui avaient ces traitements-là. Donc, en sélectionnant les pharmacies à qui on demande, là, je pense que ça peut aider à avoir des acceptations.
C'est sûr qu'il y a toutes sortes de petites barrières qu'on ne peut pas tout prévoir sur une ordonnance. Si le patient vient 2 jours plus tard, des choses comme ça, mais je pense qu'il ne faut pas s'arrêter à ça. La plupart de ces barrières-là peuvent être surmontées avec un bon canal de communication. Et l'important, c'est ça, c'est de vraiment qu'il y ait un numéro de référence. Là. Dans notre cas, c'était la clinique de médecine de toxicomanie. Si le pharmacien a vraiment une question, il doit rappeler le médecin parce qu'il ne pourra pas rejoindre le médecin prescripteur nécessairement, là, mais qu'il y ait comme un numéro de téléphone de référence, là, comme nous, on avait prévu dans l'étude. Alors, c'est ça pour moi. Une petite dernière chose, les pharmacies communautaires qui voulaient faire la formation pour le CAS, en fait, ils n'ont pas une adresse du ministère de la Santé. Donc, ça, c'est quelque chose qui leur a été attribué dans le cadre de protocoles de recherche, mais qu'il faut prévoir dans une plus large implantation, là, de donner l'accès à la formation ENA, sur le site de ENA. Je te remercie, Suzanne. Sofiane? On ne t'entend pas. Voilà. C'est parfait, je n'avais pas l'autorisation encore. Je vais faire ça très rapide, je vois le temps qui file. Si on repasse juste sur les personnels des cliniques, je pense que c'est la diapo juste avant, 35, si je ne dis pas une bêtise. Très rapide, hop là, juste pour dire, je rebondis sur ce qu'avait dit déjà Dr Talbot, là, que tout le monde, en tout cas, je pense, accordait sur le fait que c'était un projet qui répondait vraiment aux besoins des patients. Que très rapidement, on le voit là, les difficultés qui étaient rencontrées là dans les transferts sont très rapidement améliorées. C'était vraiment juste de l'ajustement là entre plusieurs services, vraiment rien de capital. C'était vraiment juste de mettre en place une meilleure communication. Je vais plus insister sur moi, les patients, si on part 2 diapos plus loin, juste pour vous dire quand même que les patients qu'on a reçus ici étaient très satisfaits. Qu'est-ce qui est surtout revenu de la part des patients? C'était l'accès très simplifié, la rapidité pour avoir accès à un traitement, pour être soulagé. Puis aussi, je veux juste, on devait inviter aujourd'hui un patient qui avait participé à l'étude. Je n'ai pas réussi à avoir quelqu'un qui accepte là. Je pense qu'il y a encore beaucoup de stigmatisation, malheureusement, avec tous les problèmes de dépendance. Donc, je n'ai pas eu quelqu'un, même anonymement, qui voulait. Par contre, j'ai un patient qui m'a envoyé un courriel, qui voulait juste partager ça aujourd'hui avec tout le monde, qui dit, je le cite, « Je voudrais remercier tous les personnels qui ont permis la possibilité d'offrir de la Suboxone dès l'urgence. Je pense que je pense que sans cela, je ne serais jamais allé dans une clinique de toxicomanie pour demander de l'aide. J'aurais sûrement attendu d'aller beaucoup plus mal avant de commencer un traitement. Encore un grand merci à tous. » Et je pense que c'est pas mal ce qui est ressorti quand on a commencé le projet. C'était vraiment des patients qu'au départ, on n'avait pas l'habitude de voir à la clinique, des patients qui étaient encore organisés, qui étaient quand même qui avaient encore beaucoup de support. Et justement, un peu comme le dit ce patient, qui n'ont pas eu justement à attendre d'être mal avant de devoir se rendre en clinique. Le fait qu'ils avaient déjà un traitement qui avait été amorcé et qui était stabilisé ou en tout cas soulagé avec le traitement, ça a juste donné le petit coup de pouce pour après se rendre à la clinique, nous rencontrer, poursuivre. Ça a un petit peu démystifié tout ce qui est une clinique de toxicomanie ou bien toutes les craintes qu'il pouvait y avoir. Là, souvent, c'est des patients qui avaient peur de se rendre ici en se disant dans quel endroit je vais me retrouver, la salle d'attente, tout ça. Là, c'était vraiment quelque chose de nouveau. Donc, c'est principalement les messages que je voulais vous faire passer aujourd'hui. Merci beaucoup, Sofiane. Et on a le plaisir d'avoir Dr Goulet qui va pouvoir vous présenter des données du CHUS, donc de l'urgence de Sherbrooke. Dr Goulet, est-ce qu'on peut vous voir? Bonjour Geneviève. On vous entend. Oui, bonjour, m'entends-tu? Oui, je suis désolée, moi j'ai eu un rendez-vous médical dernière minute. En fait, je ne sais pas si Nathalie Davio aussi, la pharmacienne, avait pu se joindre. Non, je ne vois pas. Sauf si non, tu ne vois pas, je lui ai parlé hier. Je ne vois pas Nathalie, mais bon. pour l'instant… Oui, je suis là. Ah, bonjour Nathalie. Oui, Parfait. bonjour. Donc, nous partageons sur l'écran les différentes données, les diapositives sur le CHUS. Allez-y, vous avez encore quelques minutes pour nous faire part de vos commentaires et quelques précisions par rapport à votre site.
Donc, je ne sais pas si c'est Geneviève ou Nathalie qui y va. Oui, en fait, c'est ça. Ce qui ressortait surtout là, à Sherbrooke, c'est qu'on a eu, on a eu un délai avant de commencer. Ça a été beaucoup au niveau plus administratif, puis d'avoir l'approbation de tous les comités, puis d'avoir le formulaire pour qu'on puisse utiliser la prescription à l'urgence. Puis c'est beaucoup ça qui a été les principaux embûches, puis qui ont fait que ça a été un petit peu plus difficile là, de ce côté-là. Il y a aussi la disponibilité de la naloxone à l'urgence. Nathalie, tu pourras me compléter, mais ça a été long avant qu'on ait l'approbation puis qu'on puisse la remettre, ce qui a fait aussi qu'il a retardé là, le début de la mise en place du protocole. Nathalie, est-ce que tu avais quelque chose à ajouter? Là? Ben, en fait, le point, c'était peut-être pour Mme Marcotte, la pharmacienne qui était dans votre protocole, en fait, c'était que l'approvisionnement du Narcan intranasal, je ne sais pas comment vous êtes capable de vous en procurer, mais en fait, c'est aux frais de l'établissement. Contrairement à ce qu'on voit en externe, où ce qui s'est fourni gratuitement, en tout cas, ils sont capables de se faire payer. Nous, on a dû trouver en fait des trousses là, on a dû en fait serpenter puis demander une autorisation particulière, mais je voulais vérifier avec Mme Marcotte là, qu'est-ce qu'il en était. Est-ce que en fait le gouvernement va pouvoir fournir sans frais, qui ne rentre pas dans le budget de l'établissement, du Narcan pour qu'il soit remis effectivement au triage là, pour les patients suspectés. Suzanne va renchérir, mais Nathalie, depuis le 25 octobre, normalement 2019, la naloxone fait partie de la liste des médicaments qui sont couverts par le ministère administrés à l'urgence. Donc, Suzanne, je ne sais pas si je me suis trompée. Oh, Valéria, est-ce que tu peux on peut activer le micro de Suzanne? Voilà. Ben oui, je pensais bien que ça avait été réglé à Sherbrooke aussi. Là. Alors, dans le fond, au début du projet, il fallait soit le faire accepter par notre formulaire, comme vous aviez dit, là, où on le payait. Et puis après, dans le fond, où il y a d'autres, je pense que Notre-Dame et vous à Sherbrooke, vous étiez organisés d'une autre façon. Mais après, rapidement, au début du projet, là, il y avait eu l'approbation du ministère. Donc, après, ça a vraiment aidé, au lieu de plus le prescrire, de pouvoir le remettre. Merci, Suzanne. Puis, je fais du pouce sur ce que tu viens de dire. M. Cloutier est avec nous du ministère, responsable du Comité national des surdoses, puis qui confirme effectivement que les trousses de naloxone maintenant sont remboursées au centre hospitalier lorsqu'ils remettent à travers l'urgence, entre autres. Je ne sais pas si, M. Cloutier, vous aviez quelque chose de plus à rajouter à ce que je viens de dire dans le chat que vous nous aviez partagé. Non, effectivement, actuellement, les directions de pharmacie peuvent soumettre les factures pour la distribution de trousses de naloxone à des personnes vulnérables et normalement, il n'y a pas d'enjeu de ce côté-là qui devrait continuer. Merci. Une excellente nouvelle, merci. Geneviève, Nathalie, est-ce que vous avez fait le tour? Je pense qu'on vient de répondre à vos questions. Donc, si vous avez fait le tour pour Sherbrooke, on va inviter nos participants à poser des questions à nos différents spécialistes, à savoir est-ce qu'il y a des éléments qui ont été présentés qui demeurent un peu incertains. J'ai Dr Suzanne Brissette qui se rapproche délicatement derrière la vitre qui nous sépare depuis tout à l'heure pour poser une question. Oui, en fait, c'est pas très délicat, mon habitude, là, mais je m'excuse, j'ai le soleil dans les yeux, alors je vais essayer de faire ça rapidement. Alors, merci à tous pour la présentation et les commentaires. Et je me disais, en vous écoutant tous parler, qu'il y a des enjeux là-dedans qui dépassent les établissements eux-mêmes, puis je pense que ça s'adresse au ministère. Je pense que c'est des pratiques à installer, comme Pierre le mentionnait, là, qui seraient intéressantes à installer un peu partout. Et je me demandais juste si vous aviez pensé faire ce genre de présentation au ministère. Je sais qu'ils sont au courant des publications et tout ça, là, probablement. Mais je pense que d'entendre, entre autres, le commentaire du participant, d'entendre les réactions des gens sur le terrain, voir les problèmes, les barrières et tout ça,
ça pourrait peut-être générer une certaine discussion parce qu'il y a peut-être des pistes de solutions qui pourraient passer par le ministère. Je te lance la balle, Annie, là, puis les autres pourront continuer. Merci Suzanne. Monsieur Cloutier, faisant partie du ministère et avec nous, il pourra aussi répondre. On a eu la chance de présenter quelques fois à son comité et sur cette présentation, nous avions invité des gens effectivement du ministère. Je ne peux pas voir actuellement s'il y en a qui sont liés à nous pour cette présentation, mais c'est un bon point. On continuera. On avait aussi été approché par les mesures d'urgence au niveau ministériel, soit l'équipe du Dr Berger, M. Bouchard, Mme Pajot. Donc, oui, je prends note. M. Cloutier, je ne sais pas si vous avez autre chose à dire à ce sujet. J'avais fait parvenir votre invitation à la direction des services d'urgence ainsi qu'à Mme Berger. Je ne sais pas s'ils sont là aujourd'hui, mais je m'engage à faire suivre la présentation à ces personnes-là par la suite. Mais c'est un bon moment là, pour faire le point puisque la stratégie de prévention des surdoses était prévue sur 3 ans. Donc, les prochains mois vont être l'occasion de mettre à jour, de faire le bilan de cette stratégie et de la mettre à jour et de proposer des choses. Alors, on a plusieurs projets de recherche dans différents aspects qui ont eu lieu. Si on pense même à l'analyse de substances. Donc, on arrive à une période charnière où ça va être l'occasion, avec les différentes directions du ministère, de définir qu'est-ce qui pourra être fait par la suite. Alors, je pense que par rapport à votre projet, là, qui est excellent, et je suis donc heureux qu'on ait pu réussir à faire en sorte que la naloxone soit accessible gratuitement lorsqu'elle est remise, non seulement par les urgences, mais il y a des processus en cours dans les hôpitaux là, pour rendre la naloxone accessible pour distribution, que ce soit dans un CRD, dans un service de dépistage des ITSS. Donc, il y a un processus de priorisation pour lequel les établissements de santé ont été invités à prioriser quels sont les services des établissements de santé qui devraient pouvoir le faire. Donc, je pense que c'est en cours. Ça va bien, mais votre projet a été extrêmement utile pour faire connaître cette démarche-là à nos partenaires ministériels. Merci beaucoup. Puis merci de votre support. Je vais revenir à la fin, mais je vais prendre le moment ici. Merci beaucoup. Vous avez été quelqu'un qui avait cru au niveau ministériel depuis le début, donc merci énormément. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions, mais je vais rouler les diapos en même temps, puis allez-y si vous avez des questions, soit dans le clavardage ou encore là, en main levée ou en audio. Je voulais juste repasser ce qui a déjà été nommé, que Dr Roulet m'écrit en même temps, qui disait qu'il était d'accord, soit s'assurer de l'accès à la naloxone intranasale aux urgences, puis de faire connaître ce qu'on vient de discuter, soit que c'est remboursé. Évidemment, la formation du personnel, Pierre l'a bien abordé. Les priorités conflictuelles et Dr Lauzon et Luc l'ont mentionné. Les préjugés, motivation du personnel, on pensait que c'était une problématique qui était pour être mis en évidence à travers nos questionnaires de satisfaction, particulièrement la salle d'urgence, sachant qu'il y a plein de priorités. Et surprenamment, ça n'a pas été nommé comme une problématique majeure. Fait que c'était une belle surprise. L'accès à la buprenorphine naloxone, effectivement, Dr Lauzon l'a aussi nommé, plus large, puis plus spécifiquement pour les pharmaciens, soit l'écriture, être sûr que les données sont bien prescrites. Puis aussi, juste mentionner, Luc l'a mentionné, c'est une étude rétrospective sur dossier, fait qu'on a tous les biais et les limitations liées à ce type d'études. Puis aussi, le délai dans la collecte de données qui a un peu interféré avec ce qu'on appelle la pandémie COVID, je pense, ce qui a fait en sorte qu'il y a eu des délais dans notre collecte. Merci Annie pour ce tour de table. Donc, est-ce qu'il y aurait d'autres commentaires? Je ne vois rien dans le chat, des personnes qui voudraient intervenir. Il nous reste encore un peu de temps, 2 minutes. De toutes les façons, vous avez les coordonnées de Dr Talbot. Vous pourrez lui écrire, aussi communiquer avec les autres membres de l'équipe pour avoir plus de questions. Si vous avez plus de questions, pour nous les partager. Donc, Annie, je ne sais pas si on veut revenir sur les liens vers les publications et aussi le tour de table pour avoir tous les noms des personnes qui ont participé au projet.
Oui, exact. Donc, encore merci. Je vais conclure, merci à Aïssata, que le projet Suboxédé a développé un algorithme clinique des sessions de formation. Il y en a qui sont disponibles à tous à travers l'environnement numérique d'apprentissage provincial, l'ENA. Ce projet, ça a vraiment permis de faciliter l'accès à la naloxone intranasale pour les patients à risque de surdose, puis d'initier la buprenorphine naloxone chez ceux qui avaient un trouble de l'usage des opioïdes. Puis, ce qu'on recommande, c'est qu'afin de rejoindre plus de patients, il faudrait que les algorithmes de référence soient mis en œuvre et plus largement adoptés en tant qu'une partie intégrante des soins des patients à travers leur parcours de soins de la salle d'urgence aux étages jusqu'au congé dans les milieux hospitaliers. Puis, dans le contexte de la crise des opioïdes, le prochain défi, c'est vraiment le déploiement, mais en parallèle. Puis, peut-être Luc et Suzanne pourront commenter. Ce qu'on a vu, nous aussi, c'est une augmentation de l'utilisation de la buprenorphine, naloxone, puis la remise de la naloxone par pandémie, parce qu'on a des patients démunis qui se présentent aux urgences. Puis, on a même implanté au CHUM la distribution de la naloxone intranasale au sein même du triage maintenant pour simplifier le processus que Luc a expliqué précédemment. Puis, ils se rendent compte que comme les patients quittaient avant qu'on les ait vus, on fallait agir davantage. Donc, c'est une initiative post-Suboxède qui est en cours, portée par l'équipe de l'urgence et, entre autres, Suzanne Marcotte. Donc, évidemment, ce projet-là a été rendu possible parce qu'il y a une collaboration entre Santé Canada, le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, l'équipe du CRCHUM, de l'Université de Montréal, nos partenaires. Je veux aussi dire que les vues exprimées ne reflètent pas nécessairement celles de Santé Canada, ni du MSSS, ni du CIUS Centre-Sud et de l'Estrie. Et un remerciement vraiment à tous nos collaborateurs, les patients qui ont partagé de près ou de loin Suboxède, dont Mme Hélène Noiselle, Mme Sylvie Hall, Sofiane Choucard, puis évidemment Dr Bruno et toute l'équipe de l'ICRAS pour leur soutien, ainsi que l'Institut universitaire en dépendance qui ont permis à ce projet de voir le jour. Un petit mot sur les publications, si vous voulez aller plus en détail. Il y a 2 publications qui est vraiment plus sur la structure de déploiement. La deuxième publication est sur les résultats qu'on vous a présentés aujourd'hui. On est disponible, comme Aïssata le dit, pour répondre à vos questions par le chat, par courriel. Vous avez mon adresse et les adresses des collègues que vous connaissez peut-être mieux que moi. Vous êtes les bienvenus. Si on peut vous aider à aller plus loin, ça va nous faire plaisir. Sur ce, merci beaucoup Annie, merci beaucoup Luc, merci à tous, Pierre, Suzanne, Sofiane, Nathalie et Geneviève, et à tous par ce soleil qui m'aveugle. Je vous souhaite un excellent mercredi après-midi. Prenez soin de vous. C'est sûr que 2021 sera une année de défis pour tous, mais avec ce qui a été présenté, l'objectif, c'est de ne pas s'arrêter là et de voir comment est-ce qu'on peut faire Subox ED+++. Et la pertinence et l'importance d'avoir ce type d'algorithme disponible. Donc, à tous qui ont été là, prenez soin de vous, bonne lecture. Et puis, restez au chaud. Lavez-vous les mains. Merci à tous. Merci à notre groupe de panélistes. Merci à Aïssata. Bon temps des fêtes à tous. Prenez soin de vous. Merci. Merci. Au revoir.